Bonjour à tous, merci de regarder notre programme de santé live du service de santé universitaire de l'Université de Nîmes. Comme vous le savez, ces émissions sont destinées à vous parler santé et surtout des problèmes de santé qui concernent particulièrement les jeunes. Et à un moment où toute la santé est occupée par le Covid, je pense que c'est très intéressant et très important de ne pas oublier les autres sujets. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui, je pense, va intéresser tous les jeunes, qui est celui de la santé sexuelle. Et pour nous aider à y voir plus clair dans ce domaine, eh bien, nous avons invité le docteur Fanny Gros, que je vais laisser se présenter. Oui. Bonjour Emmanuel, donc je suis Fanny Gros, je suis médecin généraliste de formation et actuellement je suis médecin qui travaille dans un CJ, dans un centre de prévention. Donc j'ai une activité de médecin de prévention et j'ai aussi une formation de médecin sexologue. Très bien. Donc avant peut-être de rentrer plus avant dans la santé sexuelle, je pense que tu pourrais nous parler du CEGID. Tu travailles au CEGID et ça serait peut-être intéressant de nous définir un petit peu ce machin. Ce machin, ouais. Alors le CGID, c'est le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, c'est l'acronyme. On peut le résumer un petit peu en disant que c'est un centre de santé sexuelle. C'est des structures qui sont récentes, qui ont été mises en place en 2016 et qui ont été la fusion en fait des anciens CDAG, Centres de dépistage anonyme et gratuit, qui avaient été développés dans les années 80 au moment du début de l'épidémie du VIH et du SIDA, et les CIDIST, qui sont des centres de traitement des IST. Et en fait, cette fusion a conduit donc au CEGID, qui nous a permis d'élargir nos missions et de ne pas nous limiter à la lutte contre le VIH et contre les IST, même si ça fait bien évidemment partie de nos grandes missions. On s'est vraiment ouvert de façon plus générale à la santé sexuelle. Alors d'une façon très synthétique, qu'est-ce qu'on trouve dans un CEGID? Qu'est-ce qu'on peut espérer trouver dans un CEGID? Alors dans un CEGID, on va trouver des consultations qui vont être variées, toutes dans le champ de la santé sexuelle. Donc, une de nos grandes missions va être le dépistage, donc le dépistage des IST, du VIH, de toutes les maladies sexuellement transmissibles. On va aussi proposer des traitements de ces IST sur place. La vaccination fait partie de nos missions, et notamment la vaccination contre les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il y en a certaines pour lesquelles on a des vaccins à disposition. Il faudra qu'on en reparle. Exactement. On va beaucoup parler en fait de prévention, faire des consultations de prévention sur comment on peut avoir une sexualité sans risque, et donc comment on peut choisir, parce qu'il y a plein d'outils qui existent. On parle beaucoup du préservatif, mais il y en a d'autres, je pense qu'on en parlera aujourd'hui. Oui, on va y revenir, je pense, et en donc détail. du coup, voilà, comment on choisit tous ces outils-là. On peut venir poser des questions et parler de contraception. On peut aussi venir, dans le cadre d'une grossesse, faire un diagnostic de grossesse et puis être orienté s'il y a un souhait de ne pas garder cette grossesse. Et puis de façon plus générale, on va proposer un accompagnement sur, par exemple, on avait une consultation qui va être mise en place, une consultation spécialisée avec un dermatovénérologue. Donc c'est le spécialiste des problèmes au niveau des muqueuses, et donc du coup qui peut proposer des traitements sur certaines pathologies au niveau des muqueuses. On a un psychologue aussi qui est à disposition sur le CEGID, qui permet d'avoir des consultations en lien avec la vie sexuelle et puis aussi la vie intime de façon générale. Donc voilà. Ben, je pense qu'on reviendra sur tout ça un peu en détail, et puis on verra à la fin, de façon très pratique, où est-ce qu'on trouve le CEGID. Et on sait qu'on va le trouver où il est déjà, mais on va le trouver aussi à l'université prochainement. Et ce qui est par contre très important, je suis désolée, mais sur le CEGID, c'est important de dire que c'est gratuit et que ça peut être anonyme. Et ça, c'est absolument primordial. On y reviendra peut-être quand on parlera des modalités. Mais c'est vrai qu'il y a possibilité de venir consulter. On ne paye absolument rien en CEGID. Et donc, pour les étudiants, c'est quelque chose qui peut être important. Donc, même quand on n'a pas de droits sociaux, même quand on est en difficulté parce que changement de mutuelle, on passe de la mutuelle des parents à sa propre mutuelle étudiante, etc., ça pose aucun souci pour venir consulter. Et on peut venir consulter de façon anonyme aussi si on le veut. C'est une des grandes spécificités du CEGID. Et donc, quand il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise, on peut venir anonymement faire une consultation. D'accord, je crois que
tout à fait raison d'insister sur ces 2 points qui sont très très importants, particulièrement pour les jeunes. Donc maintenant, je voudrais qu'on définisse un petit peu santé sexuelle, parce que c'est vrai que ces 2 mots, santé et sexuelle, on a un petit peu du mal parfois on peut avoir du mal un petit peu à comprendre qu'est-ce qu'ils font ensemble. La santé, on voit bien ce que c'est. Le sexe, on en parle de tout temps, partout. Mais santé sexuelle, effectivement, est-ce que tu peux nous expliciter ce mot et cette accolation de ces 2 mots? Alors, pour faire court, la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, social, en lien avec la sexualité. Donc, ça va vraiment, on voit que ce qui est très important, c'est que ça va toucher à l'individu dans sa globalité. Et en fait, si on reprend, c'est très intéressant, si on reprend un petit peu l'histoire de ce concept de santé sexuelle, on voit que c'est quelque chose de récent. Ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à la santé sexuelle. Et en fait, la première définition de l'OMS, elle date des années 70. Et quand on la reprend, on voit que finalement, cette définition-là, elle était vraiment tournée vers la lutte contre les IST, la prévention des grossesses non désirées. Donc, c'était vraiment l'absence de pathologie ou de grossesse non désirée. Qui étaient des sujets très très importants à l'époque. Exactement, dans les années 70. Et la société évolue. On voit que cette définition évolue avec elle. Et donc maintenant, je vais vous la lire, je l'ai amenée, je ne la connais pas par cœur parce qu'elle est un petit peu longue, mais je pense qu'elle est vraiment intéressante. Elle dit que donc, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Et ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination, ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Du coup, elle est extrêmement complète, cette définition, et elle va faire entrer la notion de plaisir, la notion d'épanouissement par la sexualité, et pas uniquement l'absence de maladie. On va aussi retrouver tout ce qui va concerner le consentement et la lutte contre les violences et les discriminations. Et on voit que cette définition, elle va vraiment s'inscrire dans les droits humains. Et ça, c'est extrêmement important. Et voilà, c'est la définition qui date de 2002 et qui, je trouve, reflète bien le fait que la santé sexuelle, c'est vraiment un concept qui est global et qui va toucher l'individu dans ce qu'il est de façon très, très globale. D'accord. Donc effectivement, là, on a un cadre qui est quand même très, très large, très riche, comme tu le disais. Donc on va peut-être maintenant aller peut-être un peu dans le détail de la santé sexuelle. J'aimerais qu'on commence par le dépistage, parce que c'est quelque chose qui est peut-être la chose la plus connue de tous. Comment tu définirais le dépistage? Qu'est-ce qu'on peut dépister? Comment? Voilà. Donc, est-ce que tu peux le dépistage, c'est dresser un petit tableau général de tout ça? Bien sûr. Le dépistage, c'est souvent la porte d'entrée dans la santé sexuelle. Effectivement, souvent, les gens viennent au départ pour une consultation de dépistage suite à une prise de risque ou parce qu'ils n'en ont jamais fait, qu'ils veulent vérifier que tout va bien. Le dépistage va permettre de rechercher des maladies qui vont s'attraper par voie sexuelle. Donc il y en a plusieurs, il y a des virus, il y a aussi des bactéries. En fonction des pathologies, on va pouvoir les attraper de différentes façons. Ça peut être soit sur les pénétrations, soit sur le sexe oral aussi. Et donc, en fonction de l'entretien qu'on va réaliser avec la personne, qui est un entretien où on va discuter un petit peu des risques qui ont été pris, on va lui proposer un dépistage qui va être adapté à ces prises de risques. Et donc, on va rechercher certaines choses par une prise de sang qui va être faite. Et donc là, ce qui est important, c'est de savoir que cette prise de sang va être fiable 6 semaines après la prise de risque. Donc quand on vient trop tôt pour un dépistage, il faudra le renouveler à 6 semaines pour être certain que tout va bien. Parce que c'est le temps en fait que le corps sécrète les anticorps et qu'on puisse retrouver la maladie au niveau de l'organisme. Et puis, il y a d'autres pathologies qu'on va rechercher par des PCR, donc on connaît bien en ce moment avec le Covid. Donc, ces PCR vont pouvoir se faire en fonction des pratiques sur les urines, sur un prélèvement au niveau de la gorge, sur un prélèvement, un auto-prélèvement au niveau vaginal. Il n'y a pas d'examen gynéco, c'est la jeune femme qui le fait toute seule. Et donc, sur ces prélèvements, on va rechercher d'autres bactéries, notamment le chlamydia, le gonocoque, qui sont des bactéries sexuellement transmissibles et qui sont assez fréquentes et qui sont importantes à dépister puisqu'elles peuvent plus tard donner des problèmes de fertilité.
Et donc, on va les rechercher, on va les traiter derrière si jamais on les retrouve. Et le dépistage est d'autant plus important que dans à peu près 70% des cas, ces pathologies passent complètement inaperçues, elles sont complètement asymptomatiques. Et donc, on a pu être contaminé sur une pathologie style le chlamydia ou le gonocoque, et on peut ne pas avoir de signes cliniques particuliers. D'où l'importance de faire un dépistage de temps en temps pour vérifier que tout va bien. D'accord, donc ça c'est très clair. Donc, tu as cité deux infections très communes, qui sont le gonocoque et les chlamydia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quelle est l'importance de l'une par rapport à l'autre? Et statistiquement, est-ce qu'il y a des statistiques chez les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut rechercher en priorité? Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher en priorité, ou est-ce que vous ratissez large? Comment ça se passe? Un jeune qui se présente et qui pense qu'il a peut-être pris des risques et qui voudrait vérifier s'il n'a pas d'infection, qu'est-ce que vous allez lui proposer en priorité? On va proposer un dépistage qui va être adapté à ce qu'il va nous dire et à cet entretien qui va être important. Ce n'est pas un dépistage comme ça de but en blanc, on ne fait pas la même chose à tout le monde. C'est vraiment l'entretien qui est extrêmement important, qui permet à un moment pour nous de déterminer ce qui va être recherché au niveau de la prise de sang et au niveau des prélèvements. Et donc, dans ce qu'on va faire un peu de façon large, on va dire, bien sûr, le VIH, qui est la maladie la plus connue qu'on va rechercher. Après toutes les hépatites, donc l'hépatite B, parfois l'hépatite C, parfois l'hépatite A, ça va dépendre des pratiques et des prises de risques. La syphilis, donc pareil, on va pouvoir la rechercher en fonction des prises de risques qui ont été faites. Et puis par contre, ce qui est très important, notamment chez le public qui nous intéresse aujourd'hui, chez les étudiants, c'est vraiment ces PCR. Il y a vraiment des recommandations pour faire une PCR au moins une fois dans sa vie, pour rechercher le chlamydia et le gonocoque, puisque ce sont des bactéries qui sont très fréquentes, qui sont traitables. Et donc c'est dommage de garder cette bactérie sans savoir qu'on l'a, en sachant que plus tard, ça peut donner des problèmes au niveau de la fertilité, alors que si on fait un dépistage, on va pouvoir traiter et on va pouvoir justement protéger la fertilité. Donc il y a vraiment des recommandations. D'autant qu'on peut continuer à le transmettre en l'apportant. Oui, il y a ça. Il y a le fait de continuer à le transmettre, puisque pour toutes ces maladies qu'on vient de citer, soit il n'y a pas de signes du tout, soit on va commencer à avoir des signes au bout de nombreuses années. Et donc, en fait, pendant longtemps, on peut être malade, on peut continuer à contaminer des personnes et nos partenaires sans le savoir. Et donc, ce dépistage va être important. Donc, c'est important de venir en faire un quand on a pris un risque et qu'on veut vérifier que tout va bien. Donc, un accident de préservatif, un rapport sexuel qui n'a pas été protégé. À ce moment-là, on fait un dépistage 6 semaines après pour vérifier que tout va bien. On peut venir aussi, si on n'en a jamais fait et qu'on a envie à un moment de connaître son statut sérologique, de faire un dépistage. Donc, ça, c'est important. On voit aussi beaucoup de personnes qui viennent dans le cadre pour arrêter le préservatif avec son partenaire, dans le cadre d'une relation établie. Un couple qui souhaite arrêter les préservatifs, du coup, on vient faire un dépistage avant pour être tranquille, pour vérifier que tout le monde va bien et qu'il n'y aura pas de risque de transmission. Ou alors, si on n'a pas forcément de compagnon ou de compagne, faire un dépistage de temps en temps quand on a des partenaires occasionnels, c'est quelque chose aussi qui est bien, et donc venir peut-être, c'est à discuter avec nous en fonction des prises de risque qu'il peut y avoir, mais venir de temps en temps vérifier que tout va bien, c'est quelque chose qui semble important à la fois pour soi et aussi bien sûr pour ses partenaires, puisque la santé sexuelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi les droits, et donc à un moment c'est aussi le respect de l'autre, et donc de faire attention de ne pas contaminer ses partenaires. D'accord. Tu parlais de VIH. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un état des lieux, alors je sais pas, en France ou en Occitanie, je ne sais pas, alors du VIH particulièrement, mais tu as parlé de la syphilis aussi. Est-ce que c'est en recul? Est-ce que c'est en augmentation? Alors, on est sur deux tableaux très différents. Donc, par exemple, sur le VIH, les derniers chiffres, c'est qu'il y a à peu près 6000 contaminations par an en France pour le VIH.
On est plutôt sur une tendance qui va plutôt légèrement vers la baisse sur le VIH. Il y a eu une très forte augmentation. En fait, quand on reprend l'épidémie de VIH, on voit que donc, dans les années 80, c'était le début de l'épidémie, c'est monté très fortement. Dans les années 90, donc là, il y a eu la mise en place du préservatif un peu de façon systématique. Donc, il y a eu beaucoup l'utilisation du préservatif qui a permis de faire freiner l'épidémie. Et puis, dans les fin des années 90, il y a eu l'arrivée de la trithérapie qui a enclenché derrière un gros relâchement sur le préservatif. Et donc, c'est là qu'on a vraiment vu une reprise, notamment sur les IST et puis sur le VIH aussi. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 6000 contaminations par an, ce qui reste très important. Et sur le VIH, on va parler de ce qu'on appelle l'épidémie cachée, c'est-à-dire des personnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont séropositives, qui ne le savent pas puisqu'elles n'ont pas fait de dépistage et qui continuent à transmettre. Donc, ouais. ce qui est très important, c'est d'aller chercher cette épidémie cachée et donc que tout le monde puisse à un moment dans sa vie faire un dépistage et vérifier. Donc, sur le VIH, ce que je te disais, c'est qu'on est plutôt sur en tout cas un plateau qui est probablement lié à l'arrivée des antirétroviraux, ce qu'on appelle le TASP, et puis probablement aussi un impact de la PrEP, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Après, sur la syphilis, on est plutôt sur une pente ascendante. La syphilis, ce qui est particulier, c'est qu'elle avait quasiment disparu à la fin des années 90, puisqu'il y avait vraiment une utilisation très importante du préservatif. En 98, 2000, il y avait quasiment plus de syphilis. C'était une maladie qu'on considérait presque historique et qui est énormément repartie à partir des années 2000, justement avec le relâchement sur le préservatif. Et donc là, qui monte en flèche. Et donc, on en voit beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'on en voit chez les étudiants. C'est vraiment une pathologie. On a regardé les chiffres, notamment le réseau Résiste, qui va centraliser les chiffres sur les IST. Et donc, la tranche d'âge des étudiants est particulièrement touchée par toutes ces IST. C'est très même intéressant. La syphilis. Parce que justement, on n'est pas dans le roi et l'histoire, mais qui est une autre émission ici d'histoire. Mais effectivement, la syphilis, elle a bouleversé le monde au 19e et au début du 20e. Et on pensait effectivement que ça avait disparu et ça reprend de plus belle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment rappeler. Parce que c'est plus une maladie historique. Et quand j'ai fait mes études, je me souviens, le cours sur la syphilis, on nous disait que c'est une maladie qui n'existe plus. Mais non, elle existe bien. On en voit vraiment, on en voit beaucoup. Voilà, et donc, alors, restons quelques instants sur cette syphilis. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant, en l'occurrence c'est notre public cible, qu'est-ce qu'un étudiant va pouvoir faire s'il veut savoir s'il a la syphilis? Donc ça va être sur un dépistage. Alors comment va se passer ce dépistage? Alors le dépistage, donc quand on vient sur le Cégide, donc actuellement ça se passe uniquement sur rendez-vous avec le Covid. Donc on appelle, on prend rendez-vous. D'abord on va être reçu par la secrétaire, on va remplir un auto-questionnaire qui permet à un moment déjà de faire un petit peu le point sur certaines questions, sur les prises de risque qu'il y a pu avoir, les antécédents médicaux, etc. Donc il y a cet auto-questionnaire à remplir en salle d'attente. Ensuite, on va être reçu par un médecin, donc sur un entretien un peu long de prévention, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de la personne et quelles sont les prises de risque qu'il y a pu avoir, comment elle utilise la prévention dans sa sexualité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lui amener, qu'on peut discuter avec elle, bien sûr ses antécédents médicaux, etc. On va parler de contraception, on va parler de vaccination, on va parler aussi de sexualité de façon plus large. Donc il peut y avoir aussi des questions sur l'orientation, le genre, etc., les violences sexuelles. Et puis à la fin de cet entretien, du coup, le médecin va faire une prescription. Et donc la personne va rencontrer l'infirmière de prévention qui va à la fois faire le bilan, donc un bilan sanguin, il peut y avoir des prélèvements, donc les prélèvements locaux dont on a parlé tout à l'heure pour faire ces PCR pour rechercher le chlamydia, le gonocoque. Et puis ce sont des infirmières de prévention et donc elles vont aussi pouvoir reprendre avec la personne en fonction des choses qui ont été identifiées par le médecin, certains sujets qui peuvent être importants pour essayer d'avoir une vraie démarche de santé sexuelle avec la personne. D'accord. Et donc les résultats, on les a, donc ça dépend sur tout ce qui est prise de sang, on va avoir les résultats moyenne, à peu près à 48 heures. Les PCR, et particulièrement en ce moment, c'est un petit peu plus long, donc ça peut aller jusqu'à une semaine.
Alors, je crois que ce qui est très important de signaler, c'est que ce dépistage, il est intéressant parce qu'il y a un traitement pour cette maladie. Alors, ça Pour la dépend syphilis. Oui, pour la syphilis. On parlait de la Oui, syphilis oui. spécifiquement. Oui, bien Donc, sûr. je pense que c'est d'autant plus important, parce qu'on va reparler ensuite du VIH, mais Oui. la syphilis, ça se traite. Oui, ça se traite. La syphilis se traite. Ça se traite plutôt bien en plus. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas faire un dépistage pour ne pas être traité derrière. Et surtout que si on ne le traite pas, c'est une maladie qui va évoluer, parce qu'on disait tout à l'heure, après des années, et qui va donner des signes neurologiques qui sont pas rigolos. Donc, c'est dommage de ne pas faire un traitement qui fonctionne bien. Et donc, oui, on va du coup sur le Cégide proposer les traitements directement sur place, gratuitement. Et donc, au moment des résultats, si on a effectivement un diagnostic d'une maladie sexuellement transmissible qui est posé, à ce moment-là, on va proposer directement le traitement. Donc, pour le chlamydia, le gonocoque, pour la syphilis, tout ça, c'est fait directement sur le Cégide. Voilà, donc je pense que c'est très important de dire que on ne teste pas pour tester, mais c'est aussi parce que derrière, on a des thérapies qui marchent très bien. Et voilà, donc tout l'intérêt du dépistage, il est là aussi. Et donc, je pense que c'est vraiment important de le dire. Donc, voilà, même si sans vouloir tomber dans un cours de médecine et de lister toutes les maladies qu'on peut dépister, voilà, la plupart sont curables. Et puis je voudrais qu'on revienne sur le VIH, puisque tu en as parlé également, et je voudrais qu'on rappelle quand même que là par contre, on n'a pas de traitement, on n'a pas de traitement curatif. On n'a pas de traitement curatif. Voilà. Donc on a les antirétroviraux qui permettent en fait à la personne elle vit avec le VIH. Et donc pour le moment, on ne sait pas guérir le VIH, et donc on vit avec le VIH toute sa vie. Après, les antirétroviraux ont considérablement changé la vie des personnes séropositives. Donc ce sont des traitements qui sont moins lourds que ce qu'ils pouvaient être avant et qui permettent maintenant une vie classique et de pouvoir avoir des enfants, une sexualité, de pouvoir travailler. Voilà. Après, effectivement, on va vivre avec le VIH pendant toute sa vie. Donc actuellement, il n'y a pas de traitement curatif pour le VIH. Et c'est vrai qu'il y a parfois une incompréhension, parce que comme ces traitements antirétroviraux existent, beaucoup de gens peuvent encore penser qu'on va traiter le VIH et que du coup on peut guérir du VIH, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on va le contrôler. On va, si on veut, pour expliquer assez simplement, on va le mettre un petit peu en sommeil pour éviter d'arriver au stade SIDA, qui est le stade de l'immunodéficience, qui va conduire au décès de la personne en attrapant des maladies opportunistes qu'on va croiser, qui normalement notre corps peut lutter contre, et là qui ne peut plus parce que le système immunitaire est complètement détruit par le VIH. Et donc les traitements antirétroviraux vont permettre justement ça, de stabiliser en fait le VIH au niveau de l'organisme et donc d'éviter qu'on glisse vers ce stade SIDA. Voilà, donc je crois que c'est le moment de parler de prévention. Oui. Vraiment. Donc je crois que tu me citais tout à l'heure une statistique, dont tu vas pouvoir peut-être me préciser que tu as eu sur les premières expériences sexuelles. À quel moment est-ce qu'elles surviennent? Oui, il y a une étude intéressante là, qui est sortie de l'Observatoire de la vie étudiante, qui est sortie en novembre 2020, qui est centrée vraiment sur la santé sexuelle des étudiants et qui montre que un étudiant sur deux va avoir ses premières relations sexuelles pendant son temps universitaire. Donc effectivement, l'université est un moment clé en fait dans la vie sexuelle et notamment dans l'entrée dans la vie sexuelle des étudiants. Et donc c'est un moment où on peut avoir des questions qui arrivent sur sa sexualité, voilà. Sur la prévention. Et sur la prévention, c'est ce que je voudrais la chose sur laquelle je voudrais qu'on appuie, c'est que vraiment la prévention est essentielle. Donc qu'est-ce que tu donnerais, quels sont les messages de prévention que peut-être qu'on les connaît tous plus ou moins, mais sur lesquels tu voudrais insister pour un jeune étudiant à l'université de Nîmes?
Je pense que la prévention, maintenant, on parle de prévention combinée contre le VIH. Donc, c'est une prévention qui est beaucoup plus large que ce qu'elle était encore il y a quelques années où il y avait uniquement le préservatif. Et donc, je pense que quand on se pose des questions de prévention, justement, à ce moment-là, on peut venir aussi tout simplement pour une consultation de prévention parce qu'on a plusieurs outils qui existent. Donc, le dépistage fait partie de la prévention, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dépisté, du coup, on ne va pas continuer à contaminer d'autres personnes. Donc, ça fait partie de la prévention, de faire des dépistages. La prévention au moment des rapports sexuels par les préservatifs, en sachant qu'il n'y a pas que le préservatif externe, ce qu'on appelle le préservatif masculin, mais qu'il y a aussi le préservatif interne ou le préservatif féminin qui existe, qui est souvent moins bien connu, et donc on peut, à un moment, ça peut être utile. Et puis il y a d'autres outils qui ont été mis en place, notamment le traitement post-exposition, quand on a pris un risque important, ou la PrEP, qui est un traitement de prévention. Et aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est très très important, c'est que ce qu'on appelle le TASP, le Treatment as Prevention, qu'il y a à un moment le fait que les personnes séropositives, les personnes qui vivent avec le VIH, quand elles ont un traitement qui est bien équilibré, ça leur permet d'avoir une charge virale indétectable et de devenir non contaminante. Et ça, c'est une grande révolution de la médecine. C'est 2008, c'est indétectable égale non contaminant. Ça a été une des plus grandes révolutions de ces dernières années en médecine. Et donc, les personnes maintenant qui savent qu'elles sont séropositives, qui ont accès à un traitement, vont devenir à charge virale indétectable et ne vont plus être contaminantes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, qui leur permet d'avoir des enfants sans passer par une fille et surtout de ne plus contaminer leur partenaire. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la prévention combinée. D'accord. On reviendra sur plusieurs éléments là que tu viens de dénoncer. À quel moment est-ce que je dois me dire j'ai peut-être une infection sexuellement transmise et transmissible? Qu'est-ce que je dois surveiller? À quel moment je dois me dire tiens, il faut que j'aille consulter? Alors sur les signes qu'on va pouvoir retrouver, si c'est vraiment les signes qui peuvent alerter, il y en a plusieurs. Donc chez l'homme, ça peut être par exemple des écoulements au niveau de l'urètre, au niveau du méa urétral. Ça peut être des douleurs quand on urine. Ça peut être des douleurs au moment des rapports sexuels, au moment de l'éjaculation. Ça peut être des boutons qui sont sur le sexe, qui sont un petit peu bizarres. On peut se poser la question de se dire qu'est-ce que c'est que ça, et du coup on peut consulter pour le montrer. Chez la femme, on va retrouver pareil des pertes qui peuvent être parfois des pertes malodorantes. Il peut y avoir un inconfort au niveau vaginal. On peut avoir des douleurs aussi à la pénétration, une douleur pendant les rapports sexuels. Donc ça, c'est des choses qui peuvent interpeller. Des saignements en dehors du cycle. Et donc à un moment, quand on va saigner en dehors de son cycle, ça peut éventuellement être une IST, ça peut être un point d'appel. Des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau pelvien, qui doivent aussi alerter sur le fait qu'on peut aller faire un dépistage. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans 3/4 des cas, il n'y a pas de signes. Et donc, on ne va pas faire un dépistage uniquement parce qu'on a des signes. Alors, bien sûr, si on en a, il faut aller, bien sûr, se faire dépister. Mais dans 3 cas sur 4, on va être sur des pathologies qui restent asymptomatiques et qui vont nécessiter à ce moment-là aussi un dépistage. D'accord. Et donc, tu parlais de traitement aussi post-exposition. Ouais. Donc, si rétrospectivement, après un rapport, j'ai un doute, je me dis, mais je me suis mal protégé, ou j'aurais dû me protéger, puis finalement j'ai eu confiance, je ne l'ai pas fait, et puis ou le préservatif a été déchiré. Qu'est-ce que je dois faire et dans quel délai? Alors, juste après l'accident de préservatif, l'idéal, c'est d'avoir une consultation rapidement, puisqu'il y a cette possibilité de mettre en place un traitement post-exposition. On appelle ça un TPE. Donc, c'est des antirétroviraux. C'est uniquement pour protéger contre le VIH. Mais si on le met en place très rapidement, vraiment dans les heures qui suivent le rapport sexuel, idéalement dans les 4 heures et maximum 48 heures, mais vraiment le délai est très important, donc on va le faire le plus tôt possible, va réduire de façon significative le risque d'être contaminé pour le VIH si le partenaire était séropositif. Donc, s'il y a eu un accident de préservatif, il faut se poser la question de savoir déjà est-ce que son partenaire a fait des dépistages,
Est-ce qu'il est dépisté? S'il n'est pas dépisté, est-ce qu'il serait éventuellement d'accord pour en faire un? Et comme ça, si tout le monde fait un dépistage, qu'on voit que tout va bien, on est tranquille. Et puis, si on considère que le risque est important, parce qu'on ne connaît pas bien son partenaire, ce qui peut arriver dans des soirées, et à ce moment-là, on se dit effectivement le risque est important, il faut évaluer si le TPE peut être indiqué. Le TPE, il n'est pas indiqué pour dans tous les cas. On va évaluer en fait une balance bénéfice-risque en se disant voilà, est-ce que le risque qu'a pris la personne est vraiment important, et donc on va mettre en place ce TPE parce qu'on considère que voilà, ces 28 jours de traitement vont vraiment avoir un Oui, c'est intérêt quand pour même cette lourd. personne. Donc, il faut peser Voilà, l'indication. exactement, on évalue. Ou alors, est-ce que le risque qui a été pris reste modéré? Et dans ce cas-là, c'est plutôt le traitement qui va avoir plus de risques. Et dans ce cas-là, on fera un contrôle, ce que je disais tout à l'heure, à 6 semaines. C'est-à-dire que c'est à 6 semaines qu'on peut être sûr et certain qu'il n'y a pas eu de contamination pour le VIH. Pendant ces 6 premières semaines après le rapport sexuel, on est sur ce qu'on appelle la fenêtre sérologique, où en fait, si les résultats reviennent négatifs, c'est rassurant, mais on n'est pas sûr du tout à 100% que ce soit négatif. Et ce n'est qu'au bout de 6 semaines que les résultats négatifs pourront permettre de poser le fait que la personne n'a pas été contaminée. D'accord. Tu as mentionné aussi ce qu'on appelle la PrEP. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Je pense que ça va intéresser aussi les étudiants. C'est quelque chose qu'on entend maintenant, qu'on n'entendait pas de mon temps. Voilà. C'est récent, la PrEP. C'est depuis 2016 en France que c'est commercialisé, que c'est à disposition. La France a été leader au niveau mondial sur la PrEP. On est un des seuls pays où c'est accessible, entièrement pris en charge par la sécurité sociale. On a été un des premiers pays à le mettre à disposition. Donc la PrEP, c'est une prophylaxie, donc ça veut dire une prévention avant l'exposition au VIH, qui permet du coup, alors pour le moment c'est réservé à des personnes qu'on va considérer plutôt à risque d'exposition et de contamination pour le VIH, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc ça pareil, c'est au moment de la consultation avec le médecin qu'on va discuter ensemble, est-ce que c'est adapté pour vous ou pas, voilà. Et qui permet du coup en prévention, donc avant les rapports sexuels, grâce à des médicaments, de se protéger de façon très efficace contre le VIH. Par contre, ça ne va protéger que contre le VIH. L'avantage du préservatif, c'est que ça va protéger contre le VIH et contre plusieurs IST. La PrEP, ça protège très très bien, mais uniquement contre le VIH. Et donc on va prendre les comprimés avant les rapports sexuels, on va continuer, soit en continu, il y a la possibilité de la prendre en continu, ce qui fait qu'on est protégé tout le temps, et donc ça va être pour des personnes qui en ont peut-être besoin un peu plus souvent, ou alors qui ne savent pas forcément quand est-ce qu'elles vont prendre des risques, puisqu'il faut anticiper pour débuter la PrEP au moins 2 heures avant. Ou alors on va avoir un protocole à la demande, où on va couvrir uniquement certains rapports sexuels, où on est plus inquiet, et où on a envie d'utiliser la PrEP dans de la prévention combinée. Et donc du coup, ça peut être avec le préservatif aussi associé en fonction des situations. D'accord. Et vous avez là-dessus, vous avez un retour d'expérience. Enfin, c'est quelque chose qui est efficace. On est prescripteur de PrEP depuis 2017 sur le CJ, donc c'est une grosse partie de notre activité. Et donc oui, on suit beaucoup de personnes qui prennent la PrEP. Et ça trouve toute sa place dans ce qu'on disait, cet éventail en fait au niveau de la prévention combinée, qui va s'associer avec de la réduction des risques, avec le dépistage, le TASP, etc. Mais effectivement, la PrEP va vraiment trouver toute sa place pour certaines personnes. Et donc, on a des retours qui sont plutôt très positifs. Et probablement aussi des évolutions, c'est-à-dire que là, pour le moment, ce sont des comprimés à prendre. Et on sait que normalement, voilà, dans les mois à venir, on devrait avoir aussi des formes injectables au retard qui permettront de venir tous les 2-3 mois juste faire une injection. Et il n'y aura pas à penser tous les jours à prendre son comprimé. Et on sera très très bien protégé contre le VIH. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu aussi, tu as mentionné que dans les activités du CJ, il y avait de la vaccination. Oui. Et moi, j'aimerais que tu nous parles plus particulièrement de la vaccination contre le papillomavirus. Oui. Parce que je suis assez frappé dans les étudiants que je vois en consultation de médecine préventive, que très peu de personnes, très peu de jeunes filles, et encore moins de garçons, ont cette vaccination. Et je trouve ça très dommage, et je voulais que tu nous en parles un petit peu. Oui, c'est une vaccination qui est importante. Alors le papillomavirus, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un virus qui est sexuellement transmissible et qui va... il y en a énormément, en fait, des papillomavirus. Et
Ceux qu'on va cibler avec la vaccination, c'est essentiellement 2 types. C'est ceux qui vont donner des cancers et ceux qui vont donner ce qu'on appelle des condylomes, qui sont des verrues génitales, qui vont être parfois douloureuses, inesthétiques, qui vont gêner la sexualité, etc., mais qui ne sont pas cancéreuses. Donc il y a les 2 types. La vaccination va protéger contre 9 papillomavirus, certains oncogènes qui donnent des cancers et puis ceux qui donnent les verrues. Les cancers au niveau chez la femme sont plus connus puisqu'on en parle depuis longtemps. Le papillomavirus, c'est le cancer qui va donner le virus qui va donner le cancer du col de l'utérus chez la femme, qu'on va dépister avec les frottis, qu'on va faire à partir de l'âge de 25 ans. Et donc cette vaccination chez les filles est déjà un petit peu plus connue. Elle n'est pas forcément encore suffisamment développée, mais en tout cas, elle est mise en place depuis un petit peu plus longtemps parce qu'on sait que le papillomavirus va donner ce cancer-là. On s'est par contre rendu compte que ce papillomavirus, il ne donnait pas que des cancers au niveau du col de l'utérus et qu'en fonction de ces pratiques, on pouvait avoir des cancers au niveau de la gorge. Et le sexe oral, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement pratiqué aujourd'hui. Donc il peut y avoir une contamination au niveau de la sphère orale et on peut avoir des cancers de la gorge suite à ce papillomavirus ou des cancers au niveau anal en fonction des pratiques. Et donc la vaccination contre le papillomavirus récemment a vraiment été... les recommandations ont vraiment été élargies à tous les garçons et toutes les filles au moment de l'adolescence. Et on peut faire après des rattrapages pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées, c'est entre 11 et 14 ans. Pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées à ce moment-là, on peut faire des rattrapages. Par contre, il y a un âge limite à partir duquel on ne peut plus le faire, puisqu'après on considère que la personne a été exposée de façon trop importante au papillomavirus, qui est très très fréquent. Et donc il n'y a plus d'intérêt pour le moment à proposer une vaccination. Et donc il y a un âge limite jusqu'auquel on peut proposer la vaccination. Mais pour la population étudiante, tu recommandes ce rattrapage? Ah oui, grandement, oui, bien sûr. Pour tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est le moment, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, une personne sur 2 débute sa sexualité à ce moment-là, et puis de toute façon, voilà, ils sont jeunes, et donc c'est extrêmement important, je pense, de proposer cette vaccination-là, de faire cette vaccination-là, et donc chez les filles, on peut le faire jusqu'à 19 ans, et chez les garçons jusqu'à 26 ans. Et donc, c'est le moment de le faire. Et oui, évidemment, pour tout ce que ça va... Par exemple, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer de la femme jeune. Et donc, c'est un cancer qui va, de par les traitements qu'il va enclencher derrière, donner des problèmes pour la conception, etc. Et donc, à avoir un moyen de prévention qui existe, qui est sûr, c'est dommage de ne pas l'utiliser et de prendre ce risque-là. Et c'est un cancer qui est fréquent aussi, donc c'est important Oui, la vaccination, elle est fortement recommandée pour contre le papillomavirus. Je suis ravi de t'entendre sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et c'est vrai que je déplore toujours que quand j'ouvre les carnets de vaccination, que je vois très peu de jeunes filles qui ont été vaccinées contre le papillomavirus. Et on peut le faire au Cégide, il n'y a pas de souci, ou avec son médecin traitant, mais c'est une de nos missions aussi, la vaccination. Je voudrais que tu me dises un mot aussi sur le rapport entre la santé sexuelle et les addictions. Alors, il y en a plusieurs. Voilà, je sais qu'il y en a plusieurs, mais on va faire un petit résumé. En quoi est-ce qu'on peut introduire les addictions dans la santé sexuelle? Alors, dans la santé sexuelle, on va en avoir déjà les addictions à la sexualité, ce qu'on appelle l'hypersexualité. Oui. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y a un envahissement de la sexualité dans le fonctionnement de la personne, avec quelque chose qui est de l'ordre de la perte de contrôle par rapport à la sexualité. On va aussi parler de l'addiction à la pornographie. C'est quelque chose qu'on peut retrouver. Et puis, si on dit addiction et santé sexuelle, il y a autre chose qui me vient en tête, qui est ce qu'on appelle le chemsex, qui est l'utilisation en fait de produits dans le cadre de la sexualité, avec le développement d'addiction. Donc, chemsex, c'est un mot valise. Chem, c'est chemicals, sex, tout le monde le comprend. Et donc, c'est le fait d'utiliser des produits dans le contexte de la sexualité qui peuvent être au départ utilisés à visée performative ou pour justement, peut-être qu'au départ, il y avait une dysfonction sexuelle. Donc, le produit a été utilisé pour que ça fonctionne mieux ou pour expérimenter de nouvelles choses, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est dangereux parce qu'en fait, c'est des produits qui sont extrêmement addictogènes
et qui ont développé rapidement des dépendances et qui font qu'à un moment, on va vraiment glisser très vite vers une dépendance au produit avec un appauvrissement de la sexualité et finalement le produit va prendre toute la place et va envahir tout le champ de la sexualité. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont on peut venir parler en consultation si on voit qu'on est en difficulté sur ces consommations de produits et particulièrement dans la sexualité. Alors, je me rends compte qu'on parle beaucoup de maladies, de Ouais. risques, d'addiction, etc. Et donc, il faut quand même rappeler aussi qu'il peut y avoir une sexualité heureuse Ouais. et voilà, bien sûr grâce à la prévention, mais voilà, donc on pourrait aborder aussi peut-être les sujets peut-être plus psychologiques de plaisir, voilà, de première fois, voilà, de dédramatisation. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu? Oui, je pense qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait que la santé sexuelle, c'est quelque chose de global. Et en fait, si on peut imaginer un peu qu'il y a trois pôles. Il y a le pôle vraiment médical, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, Voilà. avec les IST, le dépistage, mais aussi la contraception, la vaccination, etc. Il y a un pôle qui est très important, qui est sur la prévention des discriminations de genre, discriminations liées à l'orientation sexuelle, bien Oui, on sûr en a les pas violences parlé, sexuelles. effectivement. Ouais. Et le troisième pôle, qui est aussi important, c'est effectivement la notion de désir et de plaisir. Et puis, dans la sexualité va rentrer tout ce que tu dis, c'est-à-dire à un moment, les premières fois, toutes les questions qu'on va pouvoir se poser aussi sur son identité sexuelle, un moment, que ce soit sur son orientation sexuelle, sur son genre, sur effectivement les premières fois, sur les pratiques qu'on peut avoir. Et donc, toutes ces questions-là, c'est important d'avoir un endroit où on peut venir les poser. Et le CEGID en tant que centre de santé sexuelle, et puis moi peut-être un peu plus en étant sexologue aussi, c'est quelque chose qui fait partie de nos missions. Et donc oui, la sexualité, on l'a vu tout à l'heure, c'est un état de bien-être. Donc le but, c'est d'aller vers un épanouissement de la personne. C'est quelque chose qui est très important pour un individu qui fait partie des besoins essentiels et qui permet un épanouissement. Et donc, si on se sent en difficulté par rapport à son désir, c'est des choses qui peuvent arriver. Et souvent, on pense à tort que les dysfonctions sexuelles vont toucher plutôt des personnes plus âgées. Et en fait, les étudiants peuvent vraiment être aussi en difficulté sur leur désir. C'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver chez les jeunes femmes, parfois chez les garçons aussi. On peut être en difficulté avec son érection, avec son éjaculation, avec ses orgasmes, etc. Et donc, on peut aussi des fois venir poser des questions et ça permet parfois de dédramatiser, de dire que c'est des choses qui se mettent en place et puis parfois de proposer un accompagnement aussi et pour aller vers cet état de bien-être qui est très important. Je crois que c'est effectivement très important de le dire que on peut venir aussi consulter si on n'a pas de problème et qu'on a des questions. Exactement. Voilà. C'est Et on a beaucoup de questions sur ce domaine, parce que c'est des domaines dont on ne parle pas toujours, on en parle avec difficulté, etc. Et d'avoir un lieu et des interlocuteurs avec lesquels on peut discuter. Donc c'est effectivement le CEGID, mais j'en profite pour dire aussi que nous, sans avoir la qualification que tu peux avoir, que vous pouvez avoir au CEGID, je peux être aussi un premier et l'infirmière du service de santé peut aussi être un premier palier pour parler de ces choses-là, et qu'on a également une gynécologue qui consulte une fois par mois, qui peut être également un interlocuteur pour ces questions. Donc, et puis on parlera peut-être en fin d'entretien sur les projets qu'on a ensemble pour les consultations avancées du CEGID au sein de l'université. Mais je pense que c'est très important de pouvoir effectivement dire ça. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit au départ, on disait que le CEGID, donc c'était gratuit, que c'était anonyme, mais c'est aussi très important, et je sais que c'est la même chose pour ta consultation. Quelque chose qui est primordial, c'est le secret médical. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est important de le reposer au CEGID. La confidentialité, c'est quelque chose de... voilà, c'est notre pilier principal, c'est non négociable, et c'est le cas dans toute consultation médicale, mais là particulièrement parce qu'on va toucher à des sujets très intimes.
Et donc, c'est très important voilà, de savoir que quand on vient faire une consultation, que ce soit avec toi ou que ce soit chez nous au Cégide, et en plus, parce qu'on peut le faire anonymement si on veut, tout est absolument confidentiel, hein, Tout à fait. et que on va parler avec des personnes qui sont formées à la santé sexuelle et qui, à un moment, sont capables d'accueillir la personne dans toute identité sexuelle, quelle qu'elle soit, et dans toute pratique, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est sans aucun jugement. Voilà, c'est quelque chose qui est primordial dans la santé Ouais. sexuelle, qu'il n'y ait aucun jugement. Ben, merci de le rappeler, oui, Ouais. parce qu'effectivement, on ne le dit Ouais. pas assez souvent, il n'y a aucun jugement. Ouais, et ça, c'est très très important, et voilà, de respecter la personne dans tout ce qu'elle est, et tout ce qu'elle va nous amener au moment de la consultation, voilà, sans aucun jugement, quel qu'il soit. Et c'est la base d'un entretien de santé sexuelle. Je crois qu'on a balayé vraiment beaucoup de champs, même Oui. voilà, sans forcément les approfondir complètement, mais c'est peut-être pas l'objectif d'émissions comme celle-là. Est-ce qu'il y a des choses, d'autres messages qu'on aurait oubliés qui te viendraient, qui te sembleraient essentiels, qu'on pourrait rajouter avant de parler de choses plus pratiques? Bon, il y en a un en particulier, je pense, qui est très très important, c'est les violences et le consentement, qui me semble absolument primordial, hein, à aborder. Et donc pareil, hein, sur un moment d'oser venir en parler, hein, sur ce qu'on a pu vivre, parler de ce que c'est que le consentement, que voilà, qu'à un moment, quand c'est non, c'est non. Et ça, c'est des choses maintenant, avec tous les mouvements, voilà, Stop Porn, MeToo, etc. Il y a quand même une vraie libération de la parole, qui est très importante. Mais une fois que la parole est libérée, il faut parfois pouvoir être accompagné derrière. Et donc, on peut, nous, être voilà, une porte d'entrée. Après, on va réorienter. On a des partenaires, hein, avec qui on travaille pour les personnes qui ont été victimes de violences. Et puis même, parfois, juste tout simplement de venir poser des questions, hein, sur le consentement quand on se sent en difficulté dans une relation, et qu'il y a quelque chose qui nous semble pas clair, qui nous semble difficile. Pareil, c'est quelque chose qu'on peut venir aborder. Et on peut être, je pense que c'est ton cas aussi dans le service de santé universitaire, à un moment être un point où on peut venir voilà, exprimer si on a vécu des choses douloureuses, que ce soit de la violence, que ce soit un viol. On peut venir en parler, on peut être accompagné à ce moment-là. Voilà. Tout à fait, merci d'en parler. Il y a d'ailleurs, on a des... L'université a des personnes référentes aussi sur ces sujets-là. Et je sais qu'une association étudiante est en cours de structuration, on va dire, sur ce sujet. Et je me suis permis de leur donner tes coordonnées. Voilà, donc je pense qu'il y aura du travail à faire en commun, et ça sera très bien. C'est vrai que l'âge, le temps universitaire, c'est un temps de vulnérabilité par rapport aux violences. Donc, c'est un âge où c'est important, hein, de pouvoir en parler. On le sait, hein, dans les études, on le voit bien, hein, c'est un âge vraiment de grande prévalence des violences sexuelles, plus que dans notre âge. Mais oui, 25 ans, c'est un moment de fragilité par rapport à ça. Et donc, il faut pouvoir savoir où aller quand on a vécu ça. Très bien. Donc, je pense que c'est le moment de rappeler, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, que nous avons un partenariat qui va commencer la semaine prochaine, et que donc une fois par mois, tous les jeudis après-midi, n'est-ce pas? C'est ça. Une fois par mois, ouais. Voilà, une fois par mois. Donc, ton équipe et toi-même viendraient sur le site de l'université, dans les locaux du SSU, du service de santé universitaire, pour une consultation avancée, pour proposer tout ce que tu as décrit assez succinctement, mais quand même de façon très précise, tout ce service qui sera offert donc aux étudiants une fois par mois. Donc, de façon très pratique, je m'adresse aux étudiants spécifiquement du NIM. Vous pouvez vous inscrire pour un dépistage, pour une consultation, grâce à votre ENT, comme d'habitude, sur le logiciel Calcium.
au motif, vous mettrez dépistage Cégide, et là, vous avez un calendrier qui s'ouvre avec des créneaux horaires. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi venir sans prendre rendez-vous les jours où le Cégide est ici. Vous retrouverez les dates sur votre NT et puis sur le site santé.unim.fr. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais qu'on est très heureux avec l'équipe du Cégide de pouvoir intervenir sur l'université. Et voilà, et qu'effectivement, on a essayé de balayer de façon un peu large tous les sujets sur lesquels on peut nous interpeller, et qu'on se tiendra à la disposition des étudiants sur ces jeudis après-midi pour essayer de répondre à leurs questions, faire de la prévention. On fera du dépistage sur place, donc on pourra venir directement, on pourra vacciner s'ils le souhaitent aussi. Et donc voilà, c'est tout ce qui va être proposé, toute notre consultation qui va être proposée directement au sein de l'université, et on est très heureux de ça. Merci. On n'a pas eu beaucoup de questions sur le chat, mais c'est vrai qu'à cette heure-ci, c'est toujours un petit peu problématique. Mais j'espère que beaucoup d'étudiants vont voir cette émission, vont la revoir tranquillement et bénéficier de toutes ces informations assez riches, peut-être le revoir en plusieurs fois, le repasser. Et puis, je remercie en tout cas tous ceux qui ont assisté à ce direct. Remercier Dr Gros d'être venu nous rejoindre. Et à bientôt donc pour une prochaine émission sur la santé universitaire. Au revoir.